Marie-Hélène Lahaye, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier ce livre « Accouchement, les femmes méritent mieux » chez Michalon et vous êtes l'auteur du blog Marie accouche là qui est hébergé sur le site du Monde. Vous reprenez donc la phrase de Françoise Héritier « L'homme est la seule espèce où les mâles tuent leurs femelles » et vous ajoutez « L'homme est la seule espèce qui torture ses femelles au moment où elles mettent leur petit au monde ». Donc ce mot « torture », il est très fort. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce terme? Voilà, donc en fait, c'est d'abord les témoignages de femmes qui m'ont interpellée, où des femmes ont décrit leur accouchement comme un viol, comme des actes de torture, comme des douleurs, des mutilations, et pas du tout comme quelque chose de spontané, de naturel si on veut. Enfin, ça a vraiment été des mots très forts que les femmes ont utilisés en décrivant les actes qui ont été posés sur leur corps. Alors que, en réalité, si on voit un accouchement, l'accouchement c'est un processus physiologique qui ne demande pas de connaissances particulières, qui ne demande pas de l'aide d'autres personnes. C'est vraiment le corps qui se met en route spontanément à un moment donné et le travail qui se met en route, comme n'importe quelle autre fonction physiologique, comme la digestion, comme tout quoi. Et c'est le fait de venir avec toute une série d'actes qui ne sont pas nécessairement utiles pour sauver, soi-disant, la vie de l'enfant et de la femme, qui font que tout un processus s'enclenche pour aboutir à une situation. On a la femme qui est étendue, couchée aux mains de tous, et des soignants arrivent pour faire des touchés vaginaux, pour faire des piqûres, pour faire des actes parfois même très douloureux, comme des épisiotomies qui sont des mutilations sexuelles, pour finalement perturber tout ce processus d'accouchement et arriver à, soi-disant, sauver la mère et l'enfant. Et c'est un petit peu tout ce processus que j'explique. Et quand on regarde acte par acte ce qui est posé sur les femmes, on est vraiment de l'ordre de la torture. Un exemple le plus simple et le plus évident pour la plupart des femmes, c'est l'interdiction de boire et de manger. Il y a des femmes qui m'ont raconté que pour elles, les douleurs de l'accouchement, c'était rien par rapport à cette soif qu'elles avaient eue pendant des heures et des heures. Voilà, on est vraiment dans l'acte de la torture à ce moment-là. C'est plus quelque chose de... dans quelle autre situation de vie on interdit à des personnes de boire pendant des heures et des heures, absolument sans aucun fondement scientifique. Et d'ailleurs, vous citez toute une série d'actes qui sont faits par les médecins ou les sages-femmes, qui sont parfois techniques et qui ne sont pas connus du grand public. Et donc, par exemple, je vais vous demander de les définir, ces actes, puisque c'est des mots qui nous échappent et il y a une véritable violence qui se cache derrière eux. Donc, par exemple, l'épisostomie. Alors, l'épisostomie, déjà, c'est appelé une épisio, c'est un petit terme très joli comme ça par les soignants. En fait, c'est une mutilation sexuelle. C'est au moment où le bébé est engagé dans le vagin, donc il est prêt à sortir. Si on coupe le périnée, un petit peu sur le côté, on permet d'agrandir d'un seul coup le vagin et le bébé d'être expulsé beaucoup plus rapidement. Donc, on gagne entre 10 et 15 minutes d'expulsion, ce qui arrange bien un petit peu tout le monde, puisque voilà, on raccourcit les délais et ça permet comme ça à l'équipe médicale de passer directement à la femme suivante. Vous comparez cette pratique à l'excision dans votre livre. Oui, mais c'est ça. En fait, une excision, c'est quoi? Quand on regarde la définition de l'OMS, c'est toute mutilation sexuelle, toute atteinte aux organes sexuels sans justification médicale. À partir du moment où il n'y a pas de justification médicale, dans l'écrasante majorité des épisotomies, on tombe dans la définition de l'OMS des mutilations génitales. Donc pour moi, c'est tout à fait similaire à l'excision. Et donc, parmi tous ces actes, il y en a un qui est vendu un peu comme le truc génial quand on accouche, c'est la péridurale. Oui. Alors que dans les témoignages, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont témoigné pour le média, qui ont très mal vécu ces péridurales, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est censé produire dans le corps de la femme et en quoi c'est bien, en quoi c'est mal? Alors la péridurale, d'abord, c'est très bien, soit quand c'est pour les femmes et dans l'intérêt des femmes. Donc je ne sais pas du tout une remise en question de l'acte. Donc comme tous les actes, ça peut parfois être utile et même très important de l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est questionner quand ça devient une routine. Alors la péridurale est présentée en France comme un truc génial de routine à faire sur toutes les femmes sans se poser de questions. Et derrière ça, souvent plutôt dans l'intérêt des soignants et parfois même dans l'intérêt du mari. Donc ça, c'est là où je commence à vraiment questionner. Donc tout simplement, il s'agit d'anesthésier le bas du corps avec une piqûre qu'on pique dans la colonne vertébrale, dans la dure mère, et qui endort le bas du corps. Donc ça veut dire que quand on a une péridurale, ça devient très compliqué de bouger. On ne sent plus rien. On ne sent plus rien, parfois on sent un petit peu, parfois on sent... Ça dépend un petit peu comment elle est dosée, donc ça dépend un petit peu. Des femmes peuvent le doser elles-mêmes, parfois pas, ça dépend un petit peu. Et surtout, ça ne marche pas à tous les coups.
Donc les statistiques montent entre 10% et 25% des péridurales ne fonctionnent pas, ou seulement sur la moitié du corps, ou seulement pas assez ou trop, etc. Et donc c'est ça aussi qui pose problème, c'est que les femmes qui s'attendaient à un accouchement parfait, ou finalement elles ne sentent rien tel que c'est vendu, en général, ça arrive quand même de façon très... On n'est pas sur un cas sur 1000, on est quand même sur un cas sur 10, 10, 15, 20%. C'est quand même beaucoup de femmes qui ont une péridurale qui ne fonctionne pas très bien. Mais à partir du moment où elle est anesthésiée, elle est couchée sur le dos, donc tout le processus d'accouchement est perturbé. Le médecin peut faire ce qu'il veut, et d'ailleurs, il y a 3 termes qui sont assez forts. Oui. Quand la péridurale ne fonctionne pas, Oui. le médecin va utiliser une ventouse, des forceps et des spatules. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert et c'est pas uniquement quand il y a l'anesthésie, ça existait déjà avant. Hein. Donc le forceps, c'est vraiment l'invention masculine qui date du XVIe siècle. C'est vraiment le côté masculin. Je viens avec mes pinces et j'enlève le bébé dans le corps des femmes. Le forceps, expliquons bien, voilà. Ce sont des énormes pinces. Voilà, c'est ça. Insérées dans le vagin. Dans le vagin pour retirer le bébé. Voilà. Et donc, donc ça, c'est une technique un peu plus douce, mais enfin, ça reste toujours très relatif. C'est la ventouse. Donc on colle une ventouse sur le crâne du bébé. Et puis on l'enlève en guidant comme ça pour l'extraire. Alors évidemment, généralement on utilise ça dans des cas extrêmes où le bébé est coincé, ça ne va plus, on a essayé plein de choses et on l'enlève. Et ça peut être dans certains cas tout à fait justifié, tout à fait utile. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui de l'INSERM qui viennent de sortir en septembre, donc les chiffres de 2016, on se rend compte que sur les accouchements par voie basse, donc si on enlève les césariennes, il y a 18% de situations où on utilise soit pastule, soit ventouse, soit forceps. Donc là aussi, on voit une surutilisation de ces instruments qui sont douloureux, qui sont souvent accompagnés d'épisiotomies qui n'est même pas toujours justifiées. Donc on pourrait faire des extractions beaucoup plus douces et ça demande plus de temps. C'est toujours ça le problème, ça demande plus de temps, ça demande plus de douceur. Et puis c'est aussi un petit peu lié à la péridurale où les femmes sont couchées sur le dos, elles ne ressentent plus vraiment les contractions spontanément. Donc on met des injections d'ocytocine de synthèse pour accélérer les choses. Et donc tout ça perturbe finalement l'accouchement. Alors là, vous dites il faudrait du temps. Oui. Et ce que vous expliquez dans votre livre et qui est frappant, c'est qu'à l'hôpital, on n'a pas le temps. Non. Il faut que ce soit rentable, il faut que ça aille vite. Et du coup, il y a une sorte de protocole qui est appliqué. Est-ce que vous comparez carrément les maternités au modèle économique fordiste. Oui. Donc, j'ai une question qui est, est-ce qu'on peut dire que les femmes accouchent à la chaîne ? Tout à fait. Tout à fait. Alors l'argument, quand on dit, bon, l'accouchement, on pousse les femmes à coucher à l'hôpital, soi-disant pour une question de sécurité. On dit aux femmes, si vous êtes chez vous, si vous avez le moindre problème, vous êtes trop loin d'une salle d'opération et donc vous risquez de mourir. Donc, les études montrent que c'est pas vrai. Enfin, soit, on pourrait imaginer que pour des questions géographiques, les femmes aillent accoucher à l'hôpital, voilà. Seulement, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? On ne peut pas imaginer que la femme arrive dans sa chambre d'hôpital, la customise, mette de la belle lumière, de la musique, vienne avec le mari, la meilleure amie, sa sage-femme, sa doula, etc., s'installe sur son ballon tranquillement et accouche comme ça, comme elle le ferait chez elle. Et puis si après 10 heures, elle a une grosse faim, on lui apporte une omelette. Enfin, c'est pas du tout ça dans un hôpital qui se passe. Elle arrive et elle rentre dans un protocole qui fait en sorte qu'elle a un accouchement qui est tout à fait standardisé. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à cette définition fordiste, qui a pour but d'optimiser l'utilisation économique des salles d'accouchement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, bon, elles sont installées, chacune dans un petit box, si on veut. Alors, vous dites dans votre livre, elles sont à peu près 6 à 8 par sage-femme. C'est ça ? C'est peut-être un peu beaucoup, mais plutôt 4. En tout cas, 4, donc, 3, une 4, sage-femme s'occupe de 4 femmes qui sont en travail. Voilà. Et donc, le but de la sage-femme, c'est d'en accélérer une. Donc, elles sont toutes reliées par un monitoring qui arrive à une salle de contrôle. Et le but d'une partie du personnel médical, c'est de surveiller ces graphiques où on voit les contractions et on voit le cœur du bébé pour être sûr qu'il n'y ait rien qui passe. Et toutes les heures, les sages-femmes passent chez les différentes femmes en travail, faire un toucher vaginal, donc introduire 2 doigts dans le vagin bien loin pour voir la dilatation du col de l'utérus. Et en fonction de ça, elles règlent le débit d'ocytocine de synthèse, donc cette hormone qui produit des contractions, pour accélérer une, ralentir un petit peu l'autre, faire en sorte que... Donc en fait, les femmes ne contrôlent plus rien. Ah ben non. Et le but, c'est d'arriver à faire déjà qu'elles accouchent le plus rapidement possible, et surtout qu'elles n'accouchent pas en même temps, parce qu'à ce moment-là, il y en a une qui doit accoucher, on met toute l'équipe médicale au moment de l'expulsion, le gynéco, etc. Hop, forceps si ça va pas si vite, et puis on passe à la suivante, et ainsi de suite. Si maintenant 2 femmes arrivent au même stade, au même moment, ça devient compliqué, et donc la tentation est d'autant plus grande de faire des épisiotomies qui
raccourcissent le temps, d'utiliser les instruments pour aller plus vite, etc. Parce que dans la salle voisine, il y en a une qui arrive au même stade. Et donc c'est un petit peu cette logique-là. Et pour que ça fonctionne, il faut une standardisation. C'est comme pour les voitures à la chaîne. Donc il faut vraiment avoir des dilatations du col de l'utérus à une vitesse tout à fait standardisée chez toutes les femmes, et ainsi de suite pour que ça se passe. Donc on n'est plus du tout dans une logique où on va sauver des vies, on est dans une logique où il faut faire tourner cet hôpital, produire ces naissances à la chaîne, et tant pis pour les dégâts après sur les femmes et sur les enfants. Et donc tout ça crée énormément de violence, c'est ce que vous racontez surtout dans votre blog, et c'est ce que nous, des femmes, nous ont raconté. Et des séquelles qui sont à la fois physiques et même de l'ordre du traumatisme. Il y a pas mal de femmes qui m'ont appelé, dont les enfants ont 35 ans, et qui racontent ça vraiment, c'est de l'ordre du traumatisme. Et on a l'impression que tout ce qu'elles ont subi à ce moment-là, il y en a qui me racontaient qu'elles hurlaient, qu'on leur disait de se taire, qu'on leur appuyait sur le ventre. Et ben, elles n'avaient pas le choix, on leur avait pas demandé leur consentement. Oui. Ce qui, vous êtes juriste, ce qui est hors la loi, donc, puisque la loi Kouchner, dite Kouchner, donc de 2002, demande le consentement des personnes quand elles sont hospitalisées. Comment est-ce qu'elles font, les femmes Alors, donc, ce que moi j'appelle les violences obstétricales, c'est déjà toute une gradation. Ça part effectivement des situations d'insultes, de mépris, on ne parle pas correctement aux femmes. Il y a ce côté méprisant qui est encore très fort dans beaucoup de situations, dans beaucoup de témoignages. Puis on passe par tous ces actes médicaux inutiles qu'on présente comme indispensables, en réalité ils sont inutiles. Et puis ça peut aller jusqu'à des actes vraiment de torture, des révisions utérines à vif, des césariennes à vif. Donc on est vraiment dans l'acte pur de torture. Et donc, ou alors parfois le refus de soins. C'est aussi une forme de violence où une femme veut une péridurale, on ne la lui fournit pas parce qu'on n'a pas le temps, l'anesthésiste n'est pas là, enfin peu importe. Donc là aussi, dans le refus de soins, c'est aussi une forme de violence. Et donc, au milieu de tout ça, qu'est-ce que peut faire la femme? Alors on a cette fameuse loi sur le consentement libre et éclairé, donc la fameuse loi Kouchner de 2002, qui n'est quasiment jamais appliquée en salle d'accouchement. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette logique fordiste. Donc les femmes doivent accoucher selon ce tempo bien défini. Et qu'est-ce que fait une femme? Si une sage-femme devait demander l'autorisation à la femme, est-ce que je peux vous mettre une injection d'ocytocine pour accélérer le travail, et que la femme dit non? Parce que le consentement libre et éclairé implique le refus libre et éclairé. Donc c'est dire oui ou dire non. Et la sage-femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est embêtée parce qu'elle a toute sa hiérarchie derrière qui lui disent si, il faut faire ça pour le roulement du truc. Et donc si les femmes commencent à dire oui à la carte, ça je veux pas, ça je prendrais bien, ça je prendrais pas, ça ne fonctionne plus. La seule façon dont ce système fordiste fonctionne, c'est justement le fait qu'on passe outre la vie des femmes, on considère qu'elles n'ont rien à dire, qu'elles sont bêtes, qu'elles sont incapables. Elles sont passives en fait. Elles sont passives, tout est fait pour les rendre passives. Et puis comme ça, on peut appliquer à peu près tout ce qu'on veut sur leur corps pour faire tourner le système. D'ailleurs, vous avez deux comparaisons qui sont très fortes sur ça. Vous dites que la grossesse, c'est comme un marathon, il faut s'entraîner. Et que l'accouchement à l'hôpital, on va déclencher l'accouchement, donc suivant une date précise qui est fixée. Bon, si c'est le week-end, vous expliquez que c'est bien que la date elle se décale, si c'est Noël, la date elle change, mais sinon il faut que la femme elle accouche à terme. Et vous appelez ça, vous comparez ça avec un saut en parachute, comme si on jetait la femme de l'avion sans lui dire attention, on va sauter. Oui. Alors ce qui est flagrant, c'est que la plupart des actes médicaux posés par les médecins sont faits comme si ça n'avait aucun impact sur les femmes. Donc de nouveau, les femmes, c'est considéré comme un corps, sont réduites à un corps qui ne réfléchit pas, qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions, qui n'a juste rien. C'est juste un corps dont on extrait un enfant. Et dans l'esprit de beaucoup de médecins, c'est ça, c'est comment gérer ce corps. Et donc s'il faut le déclencher, parce que ça arrange tout le monde de le déclencher un vendredi pour qu'il naisse avant le week-end, et que et on voit très bien dans les statistiques qu'il y a beaucoup moins de naissances au week-end qu'en semaine, donc c'est assez flagrant qu'il y a ces mécanismes en place. Et finalement, ça perturbe les choses par des actes techniques qui ont qui n'ont absolument aucune justification médicale, ça peut provoquer toute une série d'effets négatifs. Donc un syndrome de stress post-traumatique, donc c'est vraiment des choses extrêmes qu'on retrouve chez des victimes d'attentats, chez des victimes de torture, chez des soldats qui reviennent de la guerre, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et les études montrent qu'il y a environ 6% de femmes qui sortent de leur accouchement avec ce syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire des cauchemars, des flashbacks, enfin des choses très très lourdes, qui empêchent ce lien
avec leur enfant, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est complètement traumatisé, l'enfant pleure, ça réveille des souvenirs de traumatisme, et donc c'est très compliqué, ça demande vraiment un accompagnement très psychiatrique quasiment pour rétablir ce lien. Alors, une autre cause de problème, c'est la dépression postpartum. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on est tout le temps en train de pleurer, qu'on a presque envie de tuer cet enfant, parce que vraiment, c'est insupportable, ces cris, enfin, on est vraiment dans un état de dépression, hein, comme on peut y avoir d'autres dépressions dans la vie. Et quand on écoute des témoignages de femmes qui vivent cette dépression postpartum, il y a toujours deux choses qui reviennent dans quasiment tous les témoignages. C'est un accouchement qui s'est mal passé et c'est un sentiment de solitude. Ce qui est flagrant dans les études qui analysent cette dépression, c'est qu'on va toujours chercher la cause chez les femmes. Est-ce qu'elle n'aurait pas dans son passé des symptômes ou des prédispositions? C'est de sa faute en fait. C'est de sa revient faute. toujours à cette culpabilité. Voilà, c'est toujours tout est tourné vers c'est la faute des femmes. Alors qu'en réalité, non, en fait, une grosse partie du problème, c'est la faute des hôpitaux, c'est la faute des soignants, c'est la faute du système qui fait que c'est pris comme ça. Vous expliquez dans votre livre que l'accouchement à domicile peut être une solution face à tout ce que vous venez de décrire, mais que l'État français impose aux sages-femmes une assurance professionnelle de 25 000 € par an, qui est donc impayable, et qui rend du coup l'accouchement à domicile à l'aide d'une sage-femme quasi impossible. Oui. Donc, alors c'est un problème en France. Hein. Donc c'est vraiment typiquement français. Dans d'autres pays, il n'y a pas ce problème-là. C'est qu'il y a environ 1% de femmes qui voudraient pouvoir accoucher à domicile, peut-être même de plus en plus du fait qu'on parle de ces violences obstétricales. Et l'État français impose cette fameuse assurance impayable pour les sages-femmes. Donc c'est vraiment totalement injuste. Et ça a pour corollaire qu'il y a de moins en moins de sages-femmes qui osent pratiquer, accompagner les accouchements à domicile, parce qu'en plus elles risquent la radiation, elles risquent des problèmes. Enfin, c'est très très difficile. Et donc on en arrive à une situation où ici, en France, au XXIe siècle, il y a des femmes qui accouchent seules, qui ont, pour la plupart, en tout cas ça c'est déjà souvent arrivé, qu'elles ont été maltraitées pour un premier accouchement. Pour elles, c'est hors de question de retourner à l'hôpital parce qu'elles ne veulent plus revivre ce traumatisme. Le fait est, c'est qu'il y en a qui prennent cette solution-là par défaut parce qu'elles ne trouvent plus de sage-femme. Elles se disent, moi je ne veux plus aller à l'hôpital, j'ai plus de sage-femme dans ma région et donc j'accouche seule chez moi. C'est même paradoxal puisque une sage-femme est formée pour aider les femmes à accoucher et elle ne peut même pas aller chez la femme l'aider à accoucher. En fait, c'est totalement ubuesque comme situation. Oui, c'est une mesure qui serait quand même très facile à résoudre, mais ça, c'est vraiment les pouvoirs publics qui devraient à un moment donné trancher et pas laisser cette situation s'envenimer depuis des années comme ça. D'année en année, on en arrive à une dégradation des conditions d'accouchement pour toutes les femmes. Alors, quand on lit votre livre et quand on écoute tous les témoignages des femmes qu'on a eus, on a l'impression qu'il y a quand même un scandale sanitaire qui passe totalement inaperçu. Et vous, dans votre livre, vous appelez à une révolution. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... Déjà, ça c'est... Pour moi, j'ai inscrit ça dans une question féministe. Donc, pendant très longtemps, on a considéré que l'accouchement, c'était un truc dangereux, qu'il fallait médicaliser, qu'il fallait... tout le XXe siècle, il faut absolument faire en sorte que ce paroxysme, cette immense puissance des femmes soit sous contrôle. Donc, il faut surtout qu'elles ne crient pas, qu'elles ne disent rien, qu'elles soient couchées, bien sagement, souriantes, etc. Parce qu'il y avait ce refus de voir ces femmes en pleine puissance. Et alors, effectivement, il faudrait à un moment donné arriver à contester cette façon de faire, à dire nous les femmes, nous avons déjà physiquement, nous avons un corps fait pour accoucher, donc c'est déjà un truc physiologique chez l'écrasante majorité des femmes. Et à partir de là, c'est aux femmes de décider ce qu'elles veulent. En tout cas, on espère que votre livre va un petit peu faire bouger les choses. Oui. Et on vous souhaite un bon accouchement à vous. Merci. Dans 2 mois. Oui. Et merci d'être venu nous parler de ce sujet qui est fort important aux médias. Merci.